Mes amis, nous allons commencer un court discours, ne vous inquiétez pas. Ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est que je tiens, mais je le cherche des yeux, je ne le vois pas, je tiens réellement à remercier, il est tout au fond, Monsieur Delahaye, et son équipe, le président et toute l'équipe de la CAF des Hautes-Côtes qui ont accepté de nous accueillir dans ce lieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un lieu extraordinaire. Pour ce type de manifestation, déjà parce qu'on est tous ensemble réunis autour de bouteilles de vin, ça a du sens pour nous, je ne sais pas pourquoi, mais comme ça au hasard, et puis que c'est un lieu magnifique. Vous verrez qu'on peut l'utiliser ici, et après vous pourrez l'utiliser en descendant dans le caveau. Il n'est pas trop loin le caveau, mais il est juste là. J'ai quelques excuses, mais je ne vais pas toutes les faire, quelques excuses à présenter de la part du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune et quelques membres du corps préfectoral, mais je comprends parfaitement qu'ils ne puissent pas tous être là, du maire de Beaune que j'ai invité mais qui n'a pas pu être là, il me l'a confirmé. Voilà, après la litanie serait trop longue des noms indiqués, et ce qui compte c'est plus votre présence que les absents, et votre présence est extrêmement agréable. Monsieur le ministre, messieurs les parlementaires, Didier Martin, député de la première circonscription de Côte d'Or, Benjamin Dirks, député de Mâcon, qui me fait le plaisir, ouais, voilà, on va essayer de ne pas tout casser, qui me fait le plaisir d'être là, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les chefs de service de l'État, en particulier monsieur le procureur de la République qui est devant nous, Éric Maté, mesdames, messieurs, chers amis, en général, c'est beaucoup plus facile. C'est les premiers vœux que je prononce, pas dans ma vie, malheureusement, j'en ai eu quelques-uns, mais en tant que parlementaire, donc c'est toujours une émotion qui se double du fait que j'ai parfaitement conscience, et sans doute Didier et Benjamin ont-ils le même sentiment, que nous ne sommes pas toujours suffisamment présents sur notre territoire. La raison en vient tout simplement de la production législative et du travail parlementaire extrêmement important que nous avons eu à fournir depuis le 18 juin, en fait, depuis le 18 juin. Pour ce qui me concerne, ça se double d'une période un peu critique parce que le Premier ministre m'a chargé d'une mission sur la préfiguration de l'agence des travaux d'intérêt général, et donc tout ça est extrêmement important, mais très chronophage et ne nous permet pas toujours d'être présents partout où on le souhaiterait. Je sais que François, lui, que je n'ai pas présenté, parce que ce serait presque anormal de présenter François Patriat. Lui, il arrive à être partout en dépit de ses charges qui sont multiples en tant que président de groupe au Sénat. Les parlementaires, c'est toujours difficile de présenter des vœux par rapport à un élu local, par exemple, parce que nous n'avons pas nécessairement de bilan local à présenter, pas nécessairement d'action concrète, et au mieux, c'est une capacité de présence, d'influence, et bien sûr de faire le lien entre le national, entre la politique nationale, dont chacun a conscience qu'elle est forte, qu'elle est puissante en ce moment, et la manière dont elle s'exprime localement. Ce que je veux vous dire quand même, c'est que je suis personnellement totalement à votre disposition, même si c'est parfois dans des temps un peu décalés, vous voudrez bien m'en excuser, mais totalement à votre disposition. Et quand je dis « je », c'est un abus de langage, parce qu'en réalité, c'est une équipe. L'équipe, c'est Valérie, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui tient la permanence ici, à Beaune. C'est Marie et Jean-Claude à Paris. Et c'est aussi une équipe, Annie Gossens, ma suppléante, oui, c'est la jeunesse conquérante. Et Annie Gossens, ma suppléante, maire de Trouan, et qui est aussi à votre disposition. Alors à votre disposition pour faire beaucoup de choses. Le bilan de l'année passée, moi je ne vais pas m'appesantir, parce qu'en réalité, 6 mois, ça ne permet pas d'être complet. Et puis surtout, la philosophie dans laquelle nous nous plaçons, ce n'est pas une philosophie du temps court. C'est une philosophie d'une élection présidentielle l'année dernière, qui a été en quelque sorte une révolution par la reconstruction politique qu'elle a entraînée, qui est majeure, et qui a été entraînée grâce à beaucoup de gens qui ont travaillé dans ces conditions-là, en particulier des marcheurs. Permettez-moi d'avoir ce petit mot précis,
Beaucoup sont là, je ne vais pas les citer évidemment, mais quand même il y a une force de conviction qui s'est déployée. Elle a été puissante, elle a amené le résultat que chacun connaît, bon pour certains, moins bon pour d'autres. C'est normal, la vie politique, la vie sociale, la vie publique fait qu'on a tous une appréhension différente des phénomènes qu'on a à gérer. Donc pas de bilan, mais quand même le sentiment que le ton a été donné en France, un ton qui a sans doute beaucoup progressé sur une base d'un arc politique très large, mais surtout sur la base du fait que nous devons avancer dans une voie pragmatique. Nous devons faire évoluer la France. Nous devons remettre en marche un certain nombre de dispositifs qui s'étaient sans doute ralentis par la force des choses. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. La France, dans l'échelon européen, dans l'échelon mondial, a toute sa place à prendre. Le président de la République, je crois, la prend, cette place. Il la prend. Mais encore faut-il que nous soyons capables de montrer les évolutions, que nous soyons capables de les mettre en place, de les mettre en œuvre, de les contrôler, d'évaluer tout ce que nous faisons. C'est un enjeu majeur. Les quelques premiers textes que nous avons eu à voter, ou les quelques premiers éléments, sont ceux qui tournent autour de la moralisation de la vie publique. J'insiste pas dessus, vous les connaissez. C'est aussi la loi de sécurité intérieure et tout ce qui touche, monsieur le procureur, monsieur le commandant de police ou toutes les forces de police qui sont ici, tout ce qui touche autour de la sécurité des Français. Il y a quelques années, on aurait dit, oui, bon, on passe dessus. Malheureusement, chacun sait, on est dans une période de souvenirs aussi, chacun sait à quel point cet aspect peut malheureusement avoir de l'importance, y compris pour nos vies personnelles. Et franchement, que ce soit police, qui va être inclus dans la police de sécurité du quotidien, gendarmerie, autorité judiciaire en premier lieu sans doute, les pompiers, toutes les structures publiques qui concourent à renforcer la sécurité de nos concitoyens, notre sécurité propre, sont absolument centrales, essentielles. La moralisation de la vie publique, je l'ai dit, la fin de l'année a été très occupée par la traditionnelle discussion autour du projet de loi de finances, projet de loi de programmation de finances, projet de loi de sécurité sociale. Ça paraît des dispositions techniques. Il faut reconnaître que pour le modeste parlementaire que je suis, c'est impossible à suivre parce qu'il y a tellement, il faudrait être en continu jusqu'à toute la nuit en général, mais en fait ça touche l'essence même de nos vies. Pour PLF, c'est les élus en ont un peu entendu parler, la taxe d'habitation, c'est l'ISF, c'est le PFU, c'est l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. Pour le PLFSS, ce sont l'augmentation ou la diminution des cotisations sociales salariées, c'est le RSI, le minimum vieillesse, tout un tas de dispositions qui, au-delà du terme technique, sont totalement impactantes dans notre quotidien. C'est sans doute le plus important. La loi de programmation, elle porte l'exécution des 57 milliards d'investissements qui seront faits en France dans les 5 années qui viennent. C'est tout à fait majeur. Et tous les autres dispositifs que nous mettrons en place. C'est impossible évidemment de tous les énumérer. Ce que je vous demande de considérer, c'est qu'il ne s'agit pas de simples réformes mises bout à bout, mais sans aucun doute dans l'esprit du président de la République, du gouvernement, et j'espère dans le vôtre, de véritables préoccupations de transformation en profondeur de notre pays. Il en a besoin. Transformation en profondeur de notre pays, et il en a besoin. Il reste beaucoup à faire. C'est qu'au début, nous aurons beaucoup d'autres éléments. La vie des entreprises, les forces économiques sont ici représentées, je les en remercie. La loi travail, les ordonnances travail qui ont été votées, j'aurais dû les citer dans la première partie, mais aussi la réforme des entreprises, les minimums, la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'apprentissage, du chômage. On a un certain nombre de points qui j'espère feront consensus, un certain nombre de points d'évolution qui sont absolument nécessaires sur une reprise en main de ce type de dispositifs qui doivent être clairs. Beaucoup de nos concitoyens ont besoin de cette protection.
beaucoup de nos concitoyens doivent être aussi clairs par rapport à la protection qu'elle leur accorde. Donc c'est un espèce de mouvement permanent qui est en train de se créer et sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. La réforme des retraites, ce ne sera pas pour maintenant, mais la population française vieillit, il était totalement incohérent, impossible que nous restions dans les inégalités flagrantes des régimes de retraite tels que nous les connaissons. La réforme de la justice, monsieur le procureur, c'est un aspect majeur. Il nous faut une justice plus accessible, plus simple, plus compréhensible, plus immédiate, qui donne le sentiment à nos concitoyens d'avoir de vraies réponses et des réponses adaptées à la situation qu'ils rencontrent personnellement. La protection sociale, l'école, les étudiants, je vais arrêter là parce que la liste est très longue. Nous avons voté 68 textes, dont 36 définitivement depuis le début de la mandature, et c'est qu'une toute petite partie, je dirais presque une infime partie de tout ce qui reste à faire. Donc il y a du boulot, mais c'est du boulot qui doit être partagé pour notre territoire ici. Parce qu'on peut parler de Paris, mais encore faut-il que les parlementaires aient une vision de leur territoire. Moi, franchement, je ne parviens pas, comme je vous l'ai dit, à être partout, et peut-être mes collègues, c'est la même chose. Mais on a quand même une assez bonne compréhension, de bons contacts, soit en allant dans les vœux, comme c'est en ce moment le cas. J'étais hier à Arnel-du-Canolé, ce soir à Nuit-Saint-Georges, à Sœurs, et je ne sais pas où encore. C'est parfaitement normal, mais au-delà de la période de vœux, c'est la compréhension de nos territoires. Les problèmes que nous rencontrons ici, ils ne sont pas forcément très différents de ceux qu'on peut rencontrer ailleurs, mais quand même ils sont marqués. L'agriculture, cher François, ministre de l'Agriculture, si quelqu'un sait de quoi on parle, c'est bien lui, mais nous sommes en permanence, lui et moi et les autres, en contact permanent avec les organisations agricoles. Le monde agricole souffre, à n'en pas douter. Le monde agricole souffre, tant par une difficulté de reprendre des repères qui soient clairs dans l'échelon européen, tant par le fait que les prix n'ont plus une signification réelle par rapport à la production. C'est le sens des états généraux de l'alimentation, de reconnecter cette réalité avec le marché de la viande, le marché des céréales, ainsi de suite. On aura une visite ministérielle dans très peu de temps, on pourra encore plus évoquer le sujet, avec le problème tout simplement des moyens de vie de nos agriculteurs. La viticulture, cette année en particulier, a bénéficié d'une période plus facile, quantitative et qualitative. Ça ne veut pas dire que les choses sont acquises, il y a toujours des réformes, il y a toujours des points à prendre. Deuxième élément de ma perception, qui est une perception tout à fait personnelle et qui peut se discuter, la ruralité. Je sais qu'il est de bon ton de dire la ruralité est abandonnée. C'est faux. Parfaitement faux. Déjà, la ruralité, c'est un concept, mais que recouvre ce contexte, c'est des éléments beaucoup plus précis. Je porte une grande attention et j'ai beaucoup d'espoir sur le plan santé d'Agnès Buzyn, qui vise à restructurer la présence des services de santé, quel que soit leur niveau, dans nos territoires. Il faut absolument reprendre ça en main. Le plan déplacement en proximité. Vous avez vu les difficultés du TGV. Nous, nos difficultés, ce n'est pas seulement celle du TGV, c'est celle du déplacement local. C'est celle du TER, c'est celle des réseaux de bus, c'est celle de faire en sorte que les populations qui sont souvent un peu trop éloignées des centres de décision ou de la présence des services publics s'en trouvent rapprochées, au moins géographiquement. C'est aussi la fracture numérique. Le plan numérique 2020 vise à ce que l'ensemble du territoire soit couvert numériquement. Pas couvert par du très très haut débit partout, ça n'a pas de sens et ce serait financièrement incohérent. Mais au moins que plus personne dans le territoire ne soit coupé des relations Internet, d'autant que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, d'autant que beaucoup d'administrations se sont mises sous le coup de ne plus organiser les relations avec les citoyens que par rapport à Internet. Ça pose problème parce qu'au bout du tuyau, encore faut-il avoir le tuyau, et quand on a le tuyau, encore faut-il savoir l'utiliser. Donc il y a sans aucun doute des accompagnements de personnes à mettre en œuvre, en plus des lourdes infrastructures à suivre. Bien sûr, la situation des collectivités territoriales dans notre territoire, pas différente. Je vous regarde. Je sais à quel point chacun d'entre vous est directement concerné par un ou autre thème qui peut être abordé. C'est normal, on a tous nos perceptions. Et les collectivités territoriales tiennent une place à part dans l'intérêt que le gouvernement y porte, une place à part, je dirais, aussi dans nos cœurs, parce que finalement, c'est un peu
la voie de passage obligatoire de beaucoup de décisions, c'est la présence parfois ultime de services publics ou de capacité de répondre à des personnes qui sont souvent un peu perdues si les collectivités territoriales ne sont pas là. Elles ont vécu des périodes difficiles, à n'en pas douter. Nous espérons que ces périodes seront derrière et pas devant. Ça suppose que la dotation globale de fonctionnement, ce n'est pas un discours technique, mais beaucoup d'entre vous comprennent de quoi on parle, que la dotation globale de fonctionnement ne va pas va être stabilisée comme nous l'avons prévu, c'est tout à fait clair. Ça suppose qu'un certain nombre de dispositifs en leur faveur soient faits, ça suppose que les investissements soient renforcés et la DETR ou le fonds de soutien à l'investissement sont très significativement renforcés cette année et les années qui viennent. Voilà, ça sont les chiffres. Il n'y a pas que les chiffres, il y a l'organisation territoriale et l'intercommunalité. Nous percevons parfaitement à quel point elle n'est pas achevée, à quel point il faut encore un peu d'effort pour que les territoires soient par tous reconnus comme pertinents, que les territoires vivent, qu'ils aient leur action, qu'il n'y ait pas trop de combats politiques autour. La démographie, on a eu un petit focus récent là, sur la démographie. Moi, je ne cherche pas à savoir pourquoi il y a des baisses ou des augmentations. Si, ça m'intéresse, mais ce n'est pas dans ce débat qu'on va le tenir. Mais quand même, la démographie, c'est un thermomètre de la vie d'un territoire. C'est la manière dont il respire, c'est la manière dont il évolue, et toute chute démographique doit interroger. Elle doit interroger et donc, si possible, apporter des réponses. Et ce ne sont jamais des réponses univoques, ce ne sont jamais des réponses d'une structure, d'une personne, d'un groupe, ce sont des réponses collectives. C'est un problème. Il n'est pas très marqué chez nous. On n'est pas dans certains autres départements, mais quand même c'est un problème d'un axe central qui n'a pas ou pas trop de difficultés, et puis des axes latéraux, n'est-ce pas Annie, où les choses sont moins évidentes. Et parfois on en trouve d'ailleurs la traduction politique. Donc soyons vigilants à ces questions-là, et bien sûr l'ensemble des inégalités que nous devons continuer à résorber. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas loin de la fin. Néanmoins, ce que je voudrais dire, mais ça c'est plus de l'ordre de mes convictions personnelles, c'est qu'évidemment il y a un schéma national à remettre en œuvre, il y a des lois à voter, il y a des énergies à remettre en place dans l'esprit qui est le nôtre, qui est celui de libérer les énergies et de protéger. Mais en même temps, il y a sans doute un regard qu'on doit porter sur nos propres pratiques. On ne peut pas tout attendre des autres, on ne peut pas tout attendre des suprastructures. Il y a aussi nos modes de fonctionnement. Moi, dans nos modes de fonctionnement, ce qui me frappe assez souvent, finalement, dans les rencontres que je peux avoir avec les uns et les autres, dans ma perception, encore une fois, tout à fait personnelle, je comprends que les choses puissent ne pas être partagées, c'est d'abord que on a un peu oublié de réorganiser nos cohésions politiques. Quand je dis politique, c'est politique au sens large. On est encore trop en tendance de renouveler les vieilles pratiques, les vieilles césures politiques, les vieilles différences. Non, je pense que la situation de la France aujourd'hui, mais l'attente de nos concitoyens, c'est de faire en sorte que nous soyons en capacité de passer par-dessus ce type de coupure. Nous devons impérativement veiller à ne pas faire de nos enjeux politiques des excès par rapport aux objectifs collectifs qui sont les nôtres. De la même façon, un territoire ne vaut que par ses projets. Il nous faut des projets. Je ne suis pas sûr, et je reprends une formule de François, que je connais depuis quelques années, et qui est une très bonne formule. Un projet, c'est... il y en a une parmi 150 autres. Un projet, c'est la rencontre d'un territoire, projet bien sûr, d'un homme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de très bons projets qui ne trouvent pas leur financement. Il faut créer la cohérence autour d'eux, il faut les lancer. Et c'est à partir de là que nos territoires vont revivre. Je trouve que certaines parties ou certaines zones manquent un peu. Alors sans doute faut-il recréer de l'ingénierie, sans doute faut-il se remettre ensemble. Je ne donne aucune leçon, évidemment, je m'en garde bien, j'ai une modestie absolue sur toutes ces questions-là, mais mon regard, c'est quand même que allons-y sur les projets, c'est ce qui nous fera vivre, c'est ce qui nous réunira à un moment, c'est ce qui fera que
on n'aura pas cette coupure politique ou cette coupure humaine ou cette coupure sociale entre nous. Me semble-t-il aussi, il faut que nous fassions l'effort tous ensemble d'accepter que le changement s'applique aussi à nous. Ça paraît simple, mais combien de fois nous pouvons entendre « oui, oui, il faut changer, mais surtout pas chez moi ». Et ça, réfléchissons-y. Tant qu'on sera dans cette optique, quand on sera dans cette posture, on aura du mal à faire évoluer les choses. Il y a aussi le sentiment que souvent, et rencontrant beaucoup de gens à ma permanence ou ailleurs, souvent, et c'est parfaitement légitime parce que chacun a sa propre préoccupation, on a le sentiment qu'il y a un aspect d'un problème qui n'est pas bien géré. Et malheureusement, c'est le cas, c'est souvent le cas. Ça ne peut pas ne pas être le cas de toute façon. C'est la vie publique, c'est la vie collective. Jamais rien n'est complètement parfait, ou alors ça serait, ou alors on n'aurait rien à faire ici d'ailleurs. On irait faire autre chose. Mais souvent, ce qui me surprend, c'est que se focalisant sur un point particulier, on oublie de voir comment ce point particulier s'insère dans une globalité. Comment la globalité elle-même peut évoluer en dépit de cette difficulté. Donc il faut aussi que nous fassions un effort, ce qui n'est pas facile, de globaliser notre réflexion, de faire qu'elle porte un petit peu plus loin. Pour ça d'ailleurs que je n'ai pas voulu faire des vœux du passé et de l'avenir, mais dire que c'est un continuum. Je m'arrête là. Il est de tradition, souvent en tout cas, je l'ai vu, de finir par une très belle citation. Eh bien moi, je romps la tradition, je ne fais pas de citation, mais je vais vous faire des vœux en on, et n'ayez pas d'inquiétude, c'est propre. Les vœux en on, c'est de vous dire que, au-delà de la résignation et sans aucune contrition, je nous souhaite à nous tous, pour nous personnellement, nos familles, les gens qui nous sont chers, et donc je vous souhaite une année de cohésion, une année d'ambition. Ayons des ambitions. Nous avons le droit d'avoir des ambitions. Nous sommes dans un pays qui permet l'ambition. Utilisons-le. Abusons. Il doit y avoir une formule qui m'échappe un peu. De la détermination et de l'innovation. C'est tous les vœux que je vous souhaite. C'est là-dessus que je voudrais finir mon discours à une petite virgule près. C'est remercier infiniment Christine Devant, mon épouse, pour l'extraordinaire bienveillance qu'elle m'accorde.